Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Œil de Kousma. Nous sommes de retour à Paris et nous sommes dans un décor plus habituel. Mais ça ne va pas durer longtemps car pour faire pendant au sommet des BRICS où nous étions à Kazan, eh bien nous allons aller au sommet du G20 à Rio de Janeiro, eh bien pour voir la réponse occidentale à ce qu'ont initié les BRICS. D'ailleurs, ce sera un petit peu un terrain de confrontation. Au G20, il y a tant des pays du G7 occidentaux que des pays BRICS. Ce sera idéal pour faire toute une série d'interviews et décrypter pour vous l'avenir du monde de demain. En attendant, n'oubliez pas de liker ce que nous faisons, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je vous demande tout particulièrement de vous abonner sur notre nouveau compte Telegram. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. C'est important pour nous d'avoir plusieurs canaux de diffusion et sur ce canal Telegram, vous aurez toutes nos publications dès qu'elles seront mises en ligne, donc vous ne perdrez rien, que ce soit de longues interviews, des shorts, des analyses, tout sera disponible sur cette plateforme. Également, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, sur Fréquence Populaire, sur X, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, je crois que ça fait le tour des réseaux sociaux sur lesquels on se trouve. Et ceci étant dit, allez, on y va pour cet œil de Kousma. Compte tenu du nombre très important de sujets, en particulier de sujets importants au niveau international, nous avons scindé nos émissions et demain, vous aurez un update géopolitique. Donc aujourd'hui, on va plutôt aborder les questions qui concernent la France, l'Europe plus immédiatement notre quotidien. Alors on va parler du drame des inondations en Espagne, de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, malheureusement également des défaillances des entreprises en France qui ne cessent de disparaître, les privatisations rampantes de la sécurité sociale, la privatisation de la RATP, et oui, Emmanuel Macron applique son programme, tout est en voie de privatisation. Et puis on montera dans le nord de l'Europe, en Suède, pour parler de la chute de Northvolt, qui est le symbole de l'Europe en chute libre. Et on fera quand même un petit aparté sur l'élection américaine, mais juste sur un aspect sur le protectionnisme aux États-Unis et la position des deux candidats par rapport à ce protectionnisme. Et vous verrez pourquoi, puisque c'est lié aux défaillances d'entreprises en France et à la chute de Northvolt. Allez, on y va. Pour commencer, en solidarité, en compassion, nous allons parler des inondations dévastatrices dans le sud-est de l'Espagne, notamment dans la région de Valence. Nous sommes beaucoup à y avoir parfois de la famille, des amis, ou tout simplement à y être allés. De toute façon, l'Espagne est un pays qui nous est très proche, qu'on a très fortement à cœur en France, et nous déplorons déjà au moins 214 morts selon les dernières estimations. Ce bilan pourrait malheureusement encore s'alourdir, car de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Alors, bien sûr, il y a la compassion, le soutien aux Espagnols. D'ailleurs, il y a toute une série de caisses de solidarité auxquelles vous pouvez donner pour venir en aide à nos amis espagnols. Mais c'est extraordinaire comme exemple emblématique de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui pourrait aller encore pire. Alors, des milliers de militaires et de secouristes ont été déplacés pour aider à nettoyer, à essayer de sauver des gens qui seraient encore dans des éventuelles poches d'air. Tout cela est effectivement bien, on en parle, mais on parle un peu moins des causes et des causes profondes, et c'est ce qu'on va faire ici avec vous. Alors bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui concourent à une telle catastrophe. Il y a des facteurs météorologiques, environnementaux, mais aussi politiques. Alors revenons rapidement sur les questions météorologiques. La région de Valence, le sud de l'Espagne en général, ont subi des précipitations exponentielles. Alors, les
Les témoins décrivent des pluies torrentielles, inhabituelles, en tout cas très rares, et c'est dû à des phénomènes de dépression atmosphérique très intenses, qui entraînent des précipitations records. Quelque part, on va dire, c'est le côté pas de chance, c'est les aléas du climat, c'est comme ça. Alors, ces pluies-là sont accentuées par un phénomène météorologique dans cette partie du monde, et spécifiquement de l'Espagne, qui s'appelle la gota fria. Et c'est une dépression isolée de haute altitude qui est courante dans cette région. Donc c'est quelque chose auquel en fait on peut être habitué, surtout quand on est un responsable politique de cette région. Vous allez voir pourquoi j'appuie sur cet aspect particulier. Malheureusement, en aval, il y a eu toute une période de sécheresse immense, due, là encore, au dérèglement climatique. On en connaît également en France et dans toute l'Europe. Quel est le problème des sécheresses ? Eh bien que ça limite l'infiltration des pluies dans le sol. Quand le sol est sec, en fait, quand la pluie tombe, elle glisse tout de suite, elle ne rentre pas, en tout cas pas assez en profondeur, et ça ruisselle de manière massive, provoquant des inondations. Alors, bien sûr, certains diront que tout ça est déjà arrivé dans l'histoire. Oui, mais il y a une certaine récurrence de ces problèmes climatiques qui est tout à fait notable, que ce soit en Espagne, en France, on le voit régulièrement avec les inondations, dans d'autres pays européens, en Allemagne, en Tchéquie, ainsi que d'autres problèmes climatiques qui montrent qu'il y a bien évidemment un changement climatique important. Entre autres, des augmentations de température de plus en plus élevées. Pourquoi est-ce catastrophique dans le cas présent ? Eh bien, c'est que ça augmente la capacité de l'atmosphère à retenir l'humidité. Et ça provoque des précipitations encore plus intenses. Voilà, ça c'était le coucou aux climato-sceptiques. Il y a réellement des problèmes. Mais là-dessus s'ajoutent d'autres soucis, beaucoup plus politiques, et qui ont sûrement très gravement détérioré la situation en Espagne. On pense d'abord à la bétonisation. C'est le terme qui est utilisé pour cette urbanisation rapide qu'on a connue beaucoup en Espagne, la construction de villes, de quartiers champignons, parfois sur des zones inondables, et qui rend les zones plus fragiles aux inondations. De la même manière que la sécheresse, le bétonnage des sols limite l'infiltration. C'est pareil que l'eau sèche, c'est pareil que les sols secs, la pluie tombe, et comme c'est sur du béton ou du bitume, elle glisse, et ça amplifie le ruissellement, et donc les inondations. Donc, on a un double facteur qui amplifie les inondations. Et évidemment, là, entre un facteur de corruption, car bien de ces bâtiments, des autorisations de construction n'auraient pas dû être données, et ont été données par pure corruption. On le voit en Espagne, comme on l'a vu en France, malheureusement, et il faudrait mettre le haut là-dessus et vérifier tout cela et arrêter ces politiques qui, s'en mettent un peu dans les poches en se disant que c'est pas grave, ça passera. Et on va voir que c'est encore plus grave dans le cas de la région de Valence. En plus de ce problème de bétonisation, on a des infrastructures de drainage qui parfois sont insuffisantes ou vieillissantes. Alors les infrastructures de drainage, c'est des grandes tuyauteries, c'est des grandes canalisations, et souvent elles sont taillées pour une population qui n'est plus de la taille de celle qui se trouve dans ces endroits. Car on a fait des autorisations de construction et par souci d'économie, par néolibéralisme, par limitation des coûts, on a on ne s'est pas occupé des infrastructures, soit on n'a pas construit les infrastructures nécessaires à la nouvelle population. Aggravation des problèmes. Je rappelle, en passant, que nous avons ce souci en France avec les canalisations. Cela fait maintenant une dizaine d'années que nous aurions dû refaire des travaux massifs dans toute la France pour refaire les canalisations dans leurs ensembles, car elles sont très anciennes et qu'il avait été prévu, au bout d'une centaine d'années, je parle des plus importantes, de les refaire, de les rénover. Ça n'a pas été fait. Là encore, politique d'austérité, néolibéralisme, influence de l'Union européenne, et on laisse ça passer
en espérant que tout ira bien. En France, on en est déjà à une moyenne de 20% de perte d'eau dans les canalisations. C'est colossal. Alors, ce qui a marqué en Espagne, c'est la visite du roi Felipe VI et de la reine Laetitia avec le Premier ministre Pedro Sánchez et le président de la région de Valence, Carlos Mazón. Et ça s'est mal passé, comme vous avez pu voir. On a eu une quasi-émeute avec des lancers de tomates, des lancers de boue, beaucoup de boue, alors, carrément sur le roi et la reine, et sur le Premier ministre. Tout le monde a dû se carapater. Toute la visite officielle a été entièrement annulée, suspendue, en tout cas largement écourtée. Et les souverains d'Espagne ont même été accueillis au cri d'assassin. C'est énorme. Et Pedro Sánchez également, et surtout ce Carlos Mazón, le président de la région de Valence. On a aussi entendu pour Carlos Mazón démission, combien de morts? Mais pourquoi est-ce qu'ils en veulent tant à ce Carlos Mazón, le pauvre homme? Il n'est que président de la région Valence. Est-ce que c'est une responsabilité mal placée de la part de gens qui ont tout perdu et qui ont besoin d'un bouc émissaire? Eh bien non, c'est même tout le contraire. Alors, il est accusé spécifiquement, lui, Carlos Mazón, d'avoir envoyé trop tardivement, mardi dernier, un message d'alerte téléphonique aux habitants, un SMS. Alors que les services météorologiques avaient placé la région en alerte rouge dès le matin, là, on a une responsabilité politique dans le retard de déclenchement de l'alerte qui a causé, en fait, maintenant, on est certain, la mort de beaucoup de citoyens. Ce Carlos Mazón avait même envoyé un message sur X, déclarant le matin « Les choses vont s'arranger autour de 18h ». Bon, il a enlevé depuis son message X, mais ex-Twitter, mais évidemment, il circule. Les gens l'ont repéré, l'ont photographié, et il a une responsabilité directe. Et c'est là qu'on en vient à un point politique. Ce qui s'est passé en Espagne a beaucoup moins de chances de se produire en France. Pourquoi? Parce que nous avons des préfets. Chose que n'ont pas les Espagnols. Ce sont des politiques en Espagne, comme ce Carlos Mazón, qui ont cette responsabilité. Or, le préfet est un haut fonctionnaire. C'est le rouage de l'exécutif dans les départements. Et il a une latitude d'action, et puis des problématiques, une manière d'agir qui n'est pas celle du politique, qui est souvent, lui, paniqué par son élection, en espérant qu'il ne va pas provoquer quelque chose, et qui ne connaît pas ces sujets. Un préfet a, lui, une équipe préfectorale, des gens qui sont liés au service météorologique, des gens qui sont liés au service de secours. Et donc, ils savent prévoir ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas en Espagne. Petit aparté pour féliciter Emmanuel Macron de s'aborder la préfectorale, qui est un corps que l'on doit à Napoléon Bonaparte et qui, depuis maintenant plus de quasiment 230 ans, fonctionne de manière extrêmement efficace et assure le pouvoir exécutif dans les départements. Avec Macron, on se prépare, là en psy, comme avec la suppression du corps diplomatique, on en a vu les catastrophes à Kazan ou ailleurs en Afrique, eh bien, on se prépare à des lendemains qui ne chantent pas. Et c'est toute la limite du girondinisme que défendent certains en France, en critiquant le jacobinisme et l'État centralisé et toute cette coordination de l'exécutif et des préfets. Eh ben oui, mais dans ce genre de cas, c'est quand même bien pratique et ça évite des drames. Plutôt que de se retrouver avec des régions où il y a des baronnies et où des potentats locaux sont tout à fait satisfaits d'être locaux, mais eh bien, gèrent mal ce genre de crise. Donc, confier ce genre de responsabilité à un politique est stupide. D'ailleurs, le pire des cas qui soit jamais arrivé dans l'histoire, c'est Tchernobyl. Une des raisons pour lesquelles la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé, en URSS et dans l'actuelle Ukraine,
Eh bien, c'est parce que le politique s'en est mêlé, alors que les scientifiques et les ingénieurs qui s'occupaient de la maintenance avaient dit qu'il fallait éteindre ce réacteur. Eh bien non, il y avait une visite du PCUS à Kiev, il fallait absolument que tout brille, et puis hors de question qu'il y ait un truc qui s'arrête. Non, hein, le politique a ses problématiques à lui, d'abord, et il s'impose sur les gens du métier, et évidemment, ça a conduit à une des pires catastrophes humaines de l'histoire de l'humanité. Ça nous permet de faire aussi un aparté, parce que ici, on avait souligné les problèmes liés au manque de formation aux crises de nous et de vous, bref, des concitoyens français. On l'a vu à Lubrizol, à Rouen, en 2019, en dehors des problèmes spécifiques à Lubrizol, toujours pas réglés, hein, soit dit en passé, ça fait 5 ans, il y a eu une alerte, mais les gens ne savaient pas comment réagir. Certains sont partis chercher leurs enfants à l'école, c'est exactement ça qu'il fallait pas faire, parce qu'il y a des protocoles de protection des enfants à l'école. D'autres se mettaient dans la rue en train de filmer les fumées qui montaient au ciel. Les gens ne savent pas comment réagir. Et ça, c'est un autre souci, c'est que, et qui est aussi illustré en Espagne. Que faire quand il y a une alerte? Et là aussi, les politiques d'austérité, n'aident pas à ce que les services concernés aient du temps et prennent du temps sur les entreprises, sur les fonctionnaires, pour prendre le temps d'expliquer quoi faire très concrètement si ceci ou cela arrive. En fait, vous comme moi, je pense que vous n'en savez rien. Si tout à coup demain, à Paris, sonne l'alarme, si c'est pas le premier mercredi du mois à midi, où on sait que c'est la répétition générale, mais ça sonne, je sais pas, un vendredi 13, on saura pas si c'est une blague ou si c'est l'annonce d'une catastrophe, mais laquelle et comment y réagir, aucune idée. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être pris en charge par les politiques publiques. Mais ça s'arrête pas là, parce que le Carlos Mazón est un politique, et comme c'est un politique, c'est un politique, pour le coup, évidemment, qui défend des idées, et lui, il défend des idées néolibérales, très conservatrices. Alors, pour le conservatisme, c'est pas très grave, mais pour le néolibéralisme, ça n'a pas joué en la faveur des pauvres habitants de la région de Valence, puisque il a imposé des politiques d'austérité. Il a réduit énormément de services d'urgence pour cause d'austérité, et il a réduit en partie les services publics, et en plus, c'est un climato-sceptique. Tout ce dont on a parlé juste avant ne l'intéressait pas, l'infiltration des sols, tout ça, bétonisation, allez, blablabla, ces trucs de gauchistes et de verts, ce sont des inepties, et voilà où on se retrouve quand on n'écoute pas, ce qui ne veut pas dire que tous les verts ne sont pas sont tous intéressants, hein, il y a beaucoup de zozos, mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes à reprendre chez les verts dans l'écologie, et en particulier ces problèmes de ruissellement qui sont catastrophiques et qui sont liés à la manière dont on construit et dont on a construit depuis les années 70. Petit aparté, là encore, puisque ce Carlos Mazón de la région de Valence a supprimé des services d'urgence, ça nous permet de faire un coucou sympathique à François Hollande qui veut sauver la France contre la peste brune, mais de lui rappeler que c'est lui qui a supprimé les EPRUS, les établissements de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. D'ailleurs, il a été aidé en cela, puisque ça a été fait sous sa présidence par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui était entourée de conseillers dont les noms sont Olivier Véran, ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, ou Gabriel Attal. Il a fini Premier ministre, pour ses bons services. Tous ces gens-là sont responsables de la suppression des EPRUS, donc des établissements de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, qui ne sont toujours pas remis en place. Malgré d'ailleurs le Covid. C'est comme ça. Voilà. Dernière chose qui a aggravé les catastrophes, certaines grandes entreprises comme Ikea ou Mercadona ont forcé leurs salariés à venir travailler, et justement parce que le politique avait dit non, il n'y a pas de problème, tout va s'arranger à 18h. Voilà. C'est tragique pour nos amis espagnols, nos amis de Valence, et c'est une très très belle, bien que tragique, illustration de tout ce qu'il ne faut pas faire. Des politiques absurdes d'austérité,
du transfert de toutes les compétences à des potentats locaux qui n'y connaissent rien, ne surtout pas supprimer la préfectorale, et avoir des services d'urgence qui fonctionnent. Parce que dans certains quartiers, quand nos pompiers sont arrivés en Espagne, les citoyens étaient bien agacés de voir là le premier professionnel. Alors ne perdons pas ce que nous avons acquis en France, conservons cela. Notre Jupiter national a été accueilli en grande pompe lors de sa visite officielle d'État de 3 jours au Maroc. Et il a été reçu avec les honneurs par le roi Mohamed VI. C'est intéressant pour la France puisqu'on y a signé de nombreux contrats pour 10 milliards d'euros. Entre autres, Alstom qui fabriquera 18 TGV qui vont assurer la liaison Tanger-Marrakech et Veolia qui construira la plus grande usine de dessalement d'eau d'Afrique et la deuxième du monde afin pour fournir de l'eau potable propre pour 9 millions de Marocains. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais ce pourquoi Emmanuel Macron a été accueilli en grande pompe, eh bien, c'est parce que le 30 juillet dernier, Emmanuel Macron, un peu de son propre chef, sans trop consulter là non plus, a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, malgré la lutte d'indépendance des Sahraouis, représentés par le Front Polisario. Bon, ça a permis de débloquer des contrats, mais ça fait des très très gros blocages avec l'Algérie. Alors c'est le point principal de réconciliation avec les autorités marocaines, à tel point que les choses se passent tellement bien que les autorités marocaines ont été saisies d'une joie immense quand ils ont vu sur les cartes du ministère des Affaires étrangères, dès mardi dernier, changer les frontières du Maroc, en incluant le Sahara occidental. Alors on pourrait se dire, c'est pas mal, pour une fois Macron, il est bien accueilli en Afrique, ça change, et on signe des contrats, voilà, sauf qu'on est dans le en même temps permanent d'Emmanuel Macron, qui d'un côté, il y a peu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, disait qu'il fallait respecter les positions des Nations Unies, et là il s'est placé en contradiction avec le traditionnel respect par la France des positions des Nations Unies, puisque les Nations Unies exigent l'organisation d'un référendum d'autodétermination honnête, transparent, ce que nous proposons à chaque fois. Nous sommes pour le recours au peuple et les référendums. Voilà. Mais le plan d'autonomie du Maroc ne prévoit qu'un vote qui confirme la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc là, sortie de route par rapport à l'ONU. Et encore une fois, un exemple pour d'autres pays qui nous observent, du double standard, ou du changement de position en fonction de nos intérêts, et qui, bien évidemment, se disent eux-mêmes, mais pourquoi nous-mêmes ne changerions-nous pas de position, quand ça nous arrange, et respectons ou ne respectons pas les règles et le droit international en fonction de nos intérêts. Et même là, on peut questionner la sagesse d'Emmanuel Macron, puisque, certes, on y trouve quelques avantages pour de grands amis, entre autres d'Emmanuel Macron, mais le problème, c'est que ça nous pose dans une situation catastrophique par rapport à l'Algérie, situation déjà bien mauvaise, et pas seulement du côté de la France. L'Algérie a bien des responsabilités dans les très mauvaises relations qu'elle a avec notre pays, mais ça a évidemment provoqué définitivement la colère d'Alger, qui, puisque Alger soutient le Front Polisario depuis des décennies. Alors en juillet, à la première annonce d'Emmanuel Macron, l'Algérie avait déjà rappelé son ambassadeur. On n'a pas d'ambassadeur maintenant. On va voir ce qu'il va en être. Mais maintenant, sa représentation diplomatique ne garde qu'un chargé d'affaires, c'est dire. Voilà. Donc très loin des positions stables que la France revendique, c'est que la France risque d'être emportée par son mouvement de bascule et de rompre avec le nécessaire équilibre de ses relations
entre les frères ennemis marocains et français, ce qui ne manquera pas d'avoir des effets aussi en France, puisque les communautés marocaines et algériennes sont très très fortes et très attachées, visiblement, à leur pays d'origine. Alors, désolé de ça, mais c'est la réalité, et c'est une réalité dont on ne parle pas assez. C'est un peu dépressif comme réalité, mais c'est un fait. Nous avons une nouvelle accélération des défaillances, des faillites d'entreprises en France. On en avait déjà parlé beaucoup. On avait parlé du record historique d'entreprises, de fermeture d'entreprises en France en juillet dernier. On a parlé de maintenant du 26e, du 27e, du 28e, maintenant notre 30e mois consécutif d'effondrement de l'activité. À chaque mois, c'est un nouveau record. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. Et les données publiées par le cabinet Elisphère démontrent que le rythme des défaillances d'entreprises ne se tarit pas. Alors, il faut qu'on aille voir chez certains privés comme Elisphère ou des journaux comme l'Usine Nouvelle, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, pour voir la réalité, alors que le gouvernement, c'est un peu comme sur le budget, vit dans un multivers. Le pays se réindustrialise. La réalité, c'est que fin septembre, les redressements, liquidations judiciaires, procédures de sauvegarde affichaient une hausse de 24,4% sur les 12 derniers mois. C'est énorme. Et les très petites entreprises, les TPE, sont les principales concernées par ces procédures. On a aussi les PME qui ont davantage fait appel à des plans de sauvegarde, mais cependant, le nombre de leurs liquidations liquidation judiciaire et redressement, augmente de 27,7%. C'est colossal. C'est une accélération. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on avait dit avec ce qui se passe en Allemagne, avec la récession en Allemagne, l'effondrement des nombres d'entreprises en Allemagne, c'est un sujet qui est colossal, dont on ne parle pas dans les médias, pour ne pas effrayer, et surtout pour ne pas porter l'opprobre sur nos politiques qui sont responsables de cette situation pour tout un tas de raisons. D'abord, la forme de la construction européenne, le dumping social intra-européen, la possibilité de délocaliser, et puis surtout le non-protectionnisme, l'ouverture voulue par l'Union européenne de nos marchés à toute la concurrence mondiale, en particulier par les traités de libre-échange. Bref, tout ce que défend Madame von der Leyen, tout ce ont défendu les précédentes commissions européennes, eh bien, ça a des conséquences. Et là-dessus, c'est rajouté ce qu'ils ont voulu, les sanctions insensées contre la Russie, qui font que, par exemple, nous apportons 2 fois moins de gaz à la Russie que nous payons 2 fois plus. Bien évidemment, l'augmentation des coûts d'énergie se répercute sur les entreprises qui ont déjà des marges de fonctionnement très très faibles, surtout pour les petites et moyennes entreprises et pour les très petites entreprises. D'autant plus que les petites et moyennes entreprises ont souvent, pour 80% d'entre elles, n'ont qu'un seul client. Parce que ce sont des filiales, en fait, d'une maison mère, une filiale qui a été séparée, mais qui, en fait, n'a qu'un seul client dont elles sont captives. Et pour peu que ce client soit touché par les mutations économiques mondiales massives, le coût de l'énergie, les grandes délocalisations d'entreprises, eh bien, crac. C'est ce qui s'est passé récemment en Allemagne, quand BASF, Bayer, BMW, Volkswagen délocalisent des entreprises, les PME qui sont derrière, qui font des boîtes de vitesse ou des parements de fauteuils ou qui se spécialisent en ceci ou cela, eh ben, elles craquent. Donc, c'est assez catastrophique. Alors, très spécifiquement et sans surprise, comme on l'avait annoncé ici également, le BTP, le bâtiment, la logistique, le textile habillement sont les secteurs qui sont le plus touchés. Le bâtiment continue à s'enfoncer dans la crise avec une progression de 36,5% en un an, alors que les permis de construction sur les 7 premiers mois de l'année décrochent encore de 10%. Donc il y a encore moins de prévisionnels
de travail pour les entreprises de bâtiment. On rappelle le vieil adage, quand le bâtiment va, tout va. Là, le bâtiment va pas très bien. La logistique aussi souffre, avec 37,5% de plus de défaillances. Alors, c'est principalement le transport routier qui est sur la sellette. Oui, alors là, s'ajoute l'augmentation des coûts de l'énergie, mais surtout la concurrence intra-européenne. Il faut savoir que dans les travailleurs détachés, on ne compte pas les camionneurs. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais les camionneurs, comme ils ne sont pas fixes en France, eh bien, et qu'ils circulent, eh bien, ils ne comptent pas. Mais bon, voilà, il y a pas mal de délocalisations intra-européennes et beaucoup de pertes pour nos transporteurs routiers. Voilà. Et en plus, comme l'économie s'effondre, eh bien, une baisse d'activité. Quand il y a une baisse d'activité, on roule moins et donc moins de revenus. Tout ça s'enchaîne de manière assez catastrophique et donc très très gros effondrement dans le secteur de la logistique. Et puis enfin, je vous l'ai dit, le textile habillement. Alors, on a vu ces 2 dernières années de nombreuses enseignes célèbres disparaître. On a eu San Marina, Kukai, du pareil au même, et ainsi de suite. Mais ça suffit pas. Hein. Visiblement, le textile continue sa descente aux enfers avec des défaillances qui progressent de plus 26,5%. Mais le plus incroyable et le plus sidérant après la crise Covid, après tout ce qui a été dit sur la nécessaire souveraineté sur les médicaments. Je sais pas, pour ceux qui se souviennent, on avait fait une blague à l'époque du Covid en se disant, quand les Français ont découvert que 80% de nos médicaments ou des composés de nos médicaments sont fabriqués soit en Inde, soit en Chine, on avait imaginé une éventuelle crise géopolitique avec la Chine. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez gérer une crise géopolitique avec la Chine quand ce qui est peut-être le plus essentiel, la santé des Français, dépend du bon vouloir des Chinois? La blague, c'était qu'on avait imaginé en cas de problème, Xi Jinping appelait Manu et Emmanuel Macron allait dire « Écoute, mon ami, est-ce que tu veux vraiment qu'il n'y ait plus de cortisone, qu'il n'y ait plus d'antibiotiques dans ton pays ?» Non? Ah. Eh bien alors, il faudra peut-être adapter ta position sur le conflit en cours. Et c'est à ça qu'on s'expose, à la non-indépendance et à l'incapacité d'agir. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que les défaillances pour le secteur de la pharmacie bondissent de plus 42,5%. C'est catastrophique. Voilà. On devrait atteindre malheureusement 65 000 défaillances faillites dans les prochains mois et retrouver le niveau des défaillances que nous avons connues pendant la crise 2008-2010, crise dont on n'a pas beaucoup récupéré, tellement récupéré, et sur lesquelles se surajoute tout cela. Donc la situation n'est vraiment pas bonne dans ce domaine. Donc la situation n'est vraiment pas bonne dans ce domaine. Au minimum, il faudrait envisager d'autres politiques, peut-être. Peut-être repenser à la planification. Peut-être repenser à des investissements d'État et ne plus dépendre d'une Commission européenne qui visiblement ne sait pas ce qu'elle fait dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Et pendant ce temps, puisque tout va bien et qu'on s'inquiète un petit peu des finances au niveau de ceux qui nous gouvernent, on rappelle que le budget n'est toujours pas voté, que ce sera le pire budget d'austérité, eh bien, il y a en cours une privatisation rampante de la sécurité sociale. Les députés examinent désormais le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et, visiblement, ils cherchent à faire des économies sur les dépenses de santé. Alors, ont déjà été actés dans les lois qui sont passées. Une augmentation des consultations médicales au 1er décembre, 30 €. Le doublement de la franchise médicale depuis le 31 mars passé. La baisse du remboursement des consultations dentaires. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est une hausse du ticket modérateur, c'est-à-dire la part non remboursée par l'assurance maladie, qui est envisagée de passer passant de 30 à 40%. Ça commence à faire pour ceux qui n'ont pas les moyens.
Évidemment, ce sont les complémentaires de santé qui devront prendre en charge la différence. Encore faut-il avoir une complémentaire de santé. Alors, c'est encore le cas de beaucoup de Français, mais certains ne l'ont pas, ou n'en ont pas une si bonne que ça. Et de toute façon, ces augmentations vont être défalquées sur les cotisants des complémentaires de santé. Il y a peu de chances que les mutuelles restent au même tarif avec une hausse du ticket modérateur. Donc, de toute façon, ce sera payé par les citoyens. Donc, encore une atteinte au cordon de la bourse des familles. Et ce transfert est d'autant plus étrange, parce que de facto, c'est un transfert aux caisses de mutuelles, que la gestion par l'assurance maladie est bien plus efficace que celle des mutuelles. On l'a vu avec l'analyse faite par l'UFC Que Choisir, qui a révélé que l'assurance maladie, la sécurité sociale, reversait 96% de leur cotisation contre 75% pour le privé et les mutuelles. L'assurance maladie, quoi qu'on en pense, est plus efficace que les mutuelles. Alors nous, en comparaison, nous sommes pour une grande sécurité sociale qui couvrirait 100% des besoins de santé. Par exemple, cette nouvelle sécurité sociale, ça demanderait sûrement une réforme par rapport à la situation où on est, de l'ampleur de celle qu'avait mise en place Ambroise Croizat, suivant le programme du Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale, où il serait remboursé 100% des dépenses au tarif Sécu. Voilà. Et ce qui impliquerait évidemment une fusion avec les mutuelles. Mais l'idée, c'est que la sécurité sociale prenne en charge 100% des dépenses de santé pour l'ensemble des citoyens. Rationalisation, efficacité, économie. C'est sur la table, visiblement, c'est pas ça qui est choisi par l'actuel gouvernement de Michel Barnier. Un petit rattrapage sur une actualité extrêmement importante, mais vieille de 3-4 jours, mais fondamentale, qui va peser sur tous les franciliens. Et comme parfois les bus sont du retard, on peut en parler ici. C'est l'ouverture du bus RATP à la concurrence. Et là, on fonce droit dans le mur pour l'organisation des transports en Île-de-France. Les bus de Paris, les bus parisiens intramuros et ceux de la proche banlieue doivent bientôt être ouverts à la concurrence. La décision a été prise par la région Île-de-France, présidée par l'inénarrable Valérie Pécresse, et les vainqueurs de l'acquisition des premiers lots, parce qu'ils ont fait des lots, ils ont découpé les transports qui sont organisés et coordonnés de manière plus ou moins sensée en lots, et qui vont être vendus à différents opérateurs. On va y revenir. C'est très intelligent comme idée qu'a eu le Conseil régional d'Île-de-France, la région Île-de-France. Et on aura les résultats le 12 novembre. Donc, des secteurs historiques de la RATP vont être attribués à des opérateurs privés. Celui qui est le plus en vue, c'est Keolis, la filiale de la SNCF. Alors, c'est une filiale privée de la SNCF, l'immense n'importe quoi. Voilà, qui fait parmi des pressentis pour obtenir un des 3 premiers réseaux de bus ouverts à la concurrence. Oui, parce que là, aussi, ils vendent par bout. Donc là, ils vont vendre 3 bouts, 3 lots. Il y a 3 lots vendus. Et Keolis pourrait gagner un des lots. Alors, le lot, il s'appelle Marne et Brie. On dirait un fromage. Mais voilà, Keolis devrait acquérir Marne et Brie, qui sont actuellement les lignes de bus qui sont actuellement exploitées par la RATP et Transdev. Voilà, donc c'est à cheval entre des départements, entre la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Très pratique tout ça. Ça comprend les communes de Chelles, de Ponto-Combo ou encore de Montfermeil. Voilà. Les 6 centres de bus de dépôt RATP sont concernés et 39 lignes. Tout va bien se passer. Je rappelle que la RATP est dirigée par M. Castex, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, et il a été mis à la tête de la RATP. C'est pas pour rien. C'est que cette privatisation, qui est d'une lubie néolibérale extrême, est de la volonté de Macron.
qui n'a s'est visiblement pas renseigné sur les effets de ce type de libéralisation en Grande-Bretagne ou en Amérique latine. Très très grand succès à chaque fois. En termes de chaos, d'augmentation des coûts, de problèmes de connexion. Mais on va y venir. Ça va être encore un beau moment d'avenir radieux pour notre pays et sa capitale. Voilà, donc, c'est le début de la vente à la découpe du réseau historique de la RATP qui, lui aussi, avait été mis en place à la Libération. Voilà. Alors, la RATP va sauver des bouts. Elle aura... Alors, c'est compliqué parce qu'il y a bouts, faut les connaître. Il y a boucle nord de Seine et bord de Marne. D'autres bouts qui va couvrir les communes de Levallois-Perret, Clichy-la-Garenne, Saint-Ouen, Vincennes ou Fontenay-sous-Bois. Et ceux à la RATP avec Castex sont très contents d'avoir conservé de l'eau très importante. On est vraiment dans le n'importe quoi. C'est ridicule. Bien évidemment, le problème, ça va être la coordination. Et quand les autres lots vont être vendus, ça va être encore pire. Encore une fois, quand ça a été fait en Grande-Bretagne, quand ça a été fait en Amérique latine, tout ça a fini dans un immense chaos, et en particulier pour les usagers. Voilà. Parce que la conséquence, ce sont des centaines de trajets qui vont être supprimés, ou découpés, ou raccourcis, ou pas faire la connexion. Bref, de toute façon, ça va pas être un réseau qui va être pensé de manière unique et rationnelle en fonction des mouvements de population. Ça va être pensé par lot, par petits bouts de chacun, des bénéfices qu'il peut tirer dans son petit lot. Succès garanti, c'est pour ça qu'on parle de aller droit dans le mur en klaxonnant. Voilà, tout ça sera mis en place à partir du mois d'août prochain. Et les 10 autres secteurs, parce qu'il y a encore 10 lots, vont être distribués d'ici octobre 2025. Alors, il y a des garanties, soi-disant, pour les salariés, en particulier les garanties de rémunération. Et là, c'est la petite ligne du contrat. Au moins pour le premier changement d'employeur. Voilà. Alors, en Grande Couronne, c'est déjà fait. La Grande Couronne, c'est l'ouverture de la concurrence a été commencée en 2021. Il y a 36 contrats différents signés par Transdev, Keolis, La Croix-Savac, RATP, Cap Île-de-France. On s'y perd totalement. Bon, voilà. Et d'ailleurs, les débuts ont été très compliqués. Il a fallu de nombreuses rallonges budgétaires qui ont dû être votées parce que ça collait pas. Et évidemment, ça a accéléré le processus de dumping social au sein des entreprises. Voilà. Tous les jours, des bus sont annulés faute de personnel et de matériel dans cette Grande Couronne. Et la galère des usagers ne fait que s'accroître. Mais comme ça s'est très très bien passé dans la Grande Couronne, ils se sont dit qu'il faut continuer, il faut privatiser. Donc, ces gens-là, peu leur importe la France, les Français, qu'ils soient français en général ou spécifiquement, dans l'occurrence franciliens, peu leur importe les conséquences des politiques qu'ils vont mener, pourvu que ça améliore les profits des copains. Pendant ce temps, dans le nord de l'Europe, dans le royaume d'Asgard, enfin, ce n'est pas le royaume d'Asgard, puisque c'est la Suède et que la mythologie nordique est également bel et bien enterrée, c'est la dégringolade de Northvolt, l'entreprise Northvolt qui s'est lancée dans la production de batteries pour concurrencer la Chine et les États-Unis. Eh bien, ça devient le symbole d'une Europe en plein décrochage. Alors, on en avait parlé ici, encore une fois, parmi les premiers, parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le reste du monde. On a vu ce qu'il y a en Chine, le travail, les investissements colossaux faits par les Chinois sur les batteries et sur la mécanisation, l'automatisation, l'usage de nouveaux garages à batterie, le remplacement des flottes, par exemple, quasiment partout en Chine, des flottes de taxis par des voitures électriques. Bref, la Chine a une grosse avance, mais Northvolt voulait concurrencer, et a raison. Il faut concurrencer, bien évidemment. Il faut qu'on soit indépendant, si possible en France, et si pas possible, au moins un peu en Europe. Bon. Voilà. Mais il faut compter sur l'avance chinoise et sur la concurrence des États-Unis, et puis aussi sur la compétence des dirigeants de l'Union européenne, qui ont joué une part assez importante dans la catastrophe en cours. Voilà, parce que
actuellement, la situation Nordvolt, la situation de l'entreprise Nordvolt, c'est qu'elle est en quasi faillite. Les dirigeants sont en train de chercher des fonds pour la sauver. Alors, Nordvolt, c'était le symbole de la réindustrialisation verte de la Suède, ainsi que la mobilisation de toute une Europe prête, unie à se battre pour garantir son autonomie stratégique en termes d'énergie. Bon, on a vu l'efficacité de l'Union européenne en termes d'autonomie stratégique sur l'énergie, quand il était question de fixer le coût de l'énergie, ou sur le nucléaire qu'ils ont décidé de s'aborder, y compris dans le pays où ça marche bien, à savoir le nôtre, la France. Alors, Nordvolt avait été fondé en 2016 par 2 anciens de Tesla. L'objectif, je vous l'ai dit, c'était concurrencer la Chine et les États-Unis, et d'avoir des usines en Suède, en Pologne, en Allemagne, au Canada, pas en France, c'est pas la base de la France, en Allemagne, en Pologne, au Canada, en Suède. Et 8 ans après, plouf. Voilà, quasi faillite. Et c'est le symbole de l'Europe en décrochage. Exactement dans les termes, ou quasiment dans les termes, que l'a décrit Mario Draghi dans son rapport à la Commission européenne, le rapport du 9 septembre dernier, celui qu'ils n'avaient pas sorti avant les élections européennes parce qu'il était tellement mauvais sur la situation de la production en Europe et sur ses capacités à venir, que ça aurait sûrement fait trop peur pour les partis du centre qui déjà ont eu du mal à passer la barre pour la plupart d'entre eux. Alors, il faut quand même savoir que Nordvolt, ils ont levé 15 milliards de dollars, 14 milliards d'euros en 8 ans. Il reste rien. Les caisses sont vides et la production ne décolle pas. Et là encore, on a un autre problème de l'Union européenne. C'est imaginer que parce que des fonds sont alloués, qu'on fait une belle communication qui coûte très cher, on est dans du Macron à 100%, les choses vont se faire. Non. Le problème, c'est qu'il faut le savoir-faire, il faut les compétences, il faut les ingénieurs, il faut les machines. Tout ça ne se développe pas en un instant. Et là où on en est, c'est que la Suède va Nordvolt va supprimer 1600 emplois en Suède. 20% de ses effectifs mondiaux. Bon, des gens qui ont été formés pendant 8 ans, tchac, supprimés. Ça sent la coordination et l'intelligence, mais un bonheur de planification, cette affaire. On va pas rentrer dans tous les détails de cette entreprise, mais voilà, c'est qu'ils n'arrivent pas à produire ce qu'ils ont promis qu'ils allaient produire. Par exemple, c'est le journal Dagens Industri suédois qui a révélé que l'usine Skellefteå de Nordvolt n'avait pas livré au cours des 9 premiers mois de l'année qu'une infime partie des 16 gigawattheures initialement annoncés. Ils n'y arrivent pas, en fait. Et sinon, en juin dernier, juste avant l'été, le constructeur allemand BMW, qui délocalise aux États-Unis, a annulé sa commande de 22 milliards de couronnes, peut-être 2 milliards d'euros, se plaignant de quoi? Eh bien, de la mauvaise qualité des batteries. Mais en plus, comme les Américains sont nos amis, ils leur ont proposé à BMW non seulement d'installer des usines aux États-Unis où l'énergie est moins chère, mais qu'en plus, il pourrait profiter du secteur des batteries américains. Devinez ce qu'a choisi BMW parce que il a choisi les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune coordination européenne et que chacun fait ce qu'il veut en fonction d'un marché totalement dérégulé, ce qui a été voulu par l'Union européenne. Et là, on est dans la compétence politique, à nouveau. Alors, Nordvolt avait décroché un prêt de 5 milliards de dollars auprès de différents investisseurs, mais surtout la banque européenne d'investissement. Voilà, plouf. Et le fait est que Nordvolt, c'est un parmi d'autres des entreprises européennes qui, dans le domaine des batteries, connaissent des difficultés graves et jettent l'éponge les unes après les autres. Et c'est là que c'est génial, puisque nos dirigeants extraordinaires, extrêmement sages, ont choisi 2035 pour que ce soit l'année où il n'y aura plus de production de vente de voitures thermiques, où nous avons un avantage absolument colossal, mais qu'à partir de 2035, il n'y aura plus que des livraisons de voitures neuves électriques. Comme c'est parti, à mon avis, tout ça va être chinois. Et alors qu'au même moment,
ces mêmes dirigeants veulent déclencher une guerre économique avec la Chine. En particulier en augmentant les tarifs douaniers sur les batteries pour préserver nos producteurs qui s'effondrent. C'est une catastrophe. Cette Union européenne est une catastrophe généralisée et cet exemple l'illustre de manière absolument limpide. C'est terrifiant. Voilà. La question, c'est est-ce que on va continuer comme ça à suivre des politiques qui, au niveau de la Commission européenne, font n'importe quoi, ou est-ce qu'on va se recentrer un peu sur la France, collaborer avec des partenaires sur des projets concrets, mais réapprendre à faire par nous-mêmes. Visiblement, on en est très très loin. Alors, je vous ai dit que nous ferions un œil de Kusma, enfin plutôt un update géopolitique, et qui sera récurrent parce que les informations sont tellement importantes et tellement nombreuses que de toute façon, ça ferait beaucoup trop long pour une seule émission. Donc, on va séparer géopolitique et aspect français-européen. Mais néanmoins, comme on a l'élection américaine aux États-Unis qui se tient le 5 novembre et qu'on va savoir si c'est qui va sortir de la boîte, si c'est Donald Trump ou Kamala Harris, bien, juste un petit mot très très lié avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est le consensus des deux candidats sur le protectionnisme des États-Unis. Parce que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, les États-Unis continueront à être totalement, protectionnistes, parce que leurs dirigeants, malgré tout, alors peut-être pas pour tous les Américains, mais quand même essaient de défendre les intérêts des États-Unis d'abord. Alors en 2016, Donald Trump mettait fin à une longue tradition au sein de la droite américaine, celle d'un soutien indéfectible au libre-échange. Tchac! Il s'était adressé au col bleu, victime des répercussions de la mondialisation, et c'est grâce à ça qu'il était parvenu à remporter les swing states, et les États qui basculent d'un côté à l'autre en fonction des élections, et qui l'ont propulsé à la Maison-Blanche, à la surprise de tout le monde. Une fois au pouvoir, il a principalement mis en place des tarifs douaniers sur des produits chinois, espérant ainsi rapatrier les emplois industriels aux États-Unis, sans toutefois mener de politique d'investissement volontariste. C'est d'ailleurs ce qu'ils font actuellement avec l'Europe, avec le coût de l'énergie. Ils proposent d'embarquer nos entreprises qui, si elles produisent depuis les États-Unis, ne subiront pas, évidemment, les tarifs douaniers, en plus de bénéficier éventuellement d'avantages fiscaux et de bénéficier d'un coût de l'énergie faible. Devinez combien de temps les entreprises resteront en Europe. Une fois au pouvoir, Joe Biden, de nouveau, là, qui ne sait pas trop bien où il est, en tout cas à son administration, n'a pratiquement pas touché aux tarifs douaniers instaurés par Trump et a même accentué la guerre commerciale avec la Chine. Sauf que eux, ils ont un secteur coordonné de production, en particulier de batteries, un peu plus sensé qu'en Europe. Donc ils font une guerre en se préparant réellement à cette guerre, pas du tout comme l'Union européenne. Donc il a massivement investi à la suite de Trump, Joe Biden, pour réindustrialiser l'Amérique, cherchant notamment à stimuler les investissements dans les énergies propres à travers l'Inflation Reduction Act, l'IRA, Inflation Reduction Act, signé par le président américain le 16 août 2022. Cette loi accorde des subventions et crédits d'impôt généreux aux entreprises investissant dans la production de batteries, de panneaux solaires et d'éoliennes. Et donc, les dépenses dans les projets de construction liés à l'industrie sont passées de 76,5 milliards de dollars en janvier 2021 à, on s'accroche, 238 milliards en août 2024, fois 4, allez j'exagère, fois 3,5 en moins de 3 ans. Quand on veut, on peut, et les Américains font, eux, ce qu'il faut. Et Kamala Harris s'inscrit, elle aussi, dans cet héritage. En plus de ne pas toucher à cette Inflation Reduction Act, qui sera effectif jusqu'en 2032, elle a promis d'injecter 100 milliards de dollars supplémentaires dans l'industrie. Donald Trump, de son côté, propose de réappliquer les recettes utilisées, avec succès pendant sa première présidence,
Il mise ainsi sur les tarifs douaniers pour accroître la compétitivité et les prix des biens produits en Amérique face à ceux venus de l'étranger, et également face aux produits européens, parce qu'ils sont sans pitié avec l'Union européenne, soi-disant leurs alliés. Il n'y a que von der Leyen qui croit ça. L'ancien président a ainsi promis des tarifs de 20% sur toutes les importations et d'au moins 60% sur les produits venus de Chine. Donc de toute façon, nous, Européens, on va se prendre 20%. En plus, ça sent vraiment très très bon pour les entreprises et pour ce que je vous disais précédemment, une longue liste qui ne fait que s'allonger, de fermeture d'entreprise. Voilà. Ça se termine là-dessus. Encore une fois, nous allons faire un update géopolitique spécifiquement dédié à l'international parce qu'il y a énormément de choses. Si vous avez aimé ce qu'on a fait, n'oubliez pas de liker, de commenter, c'est très important, et de partager auprès de vos proches. Et puis, comme je voulais dire pour les commentaires, n'hésitez pas. Si vous êtes critique, critiquez. Si vous appréciez, dites-le et dites-nous si c'est entre les deux ce que nous pourrions améliorer. Les sujets importants que vous jugez importants que l'on n'aurait pas abordé, on en prend compte, on lit tout ça et on essaie d'améliorer. À la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous mardi pour l'émission géopolitique. Mercredi matin, très tôt, nous ferons un live sur la situation des élections aux États-Unis. Alors, tout ne se déclenche pas, décide pas en une nuit, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce qu'ils ont une démocratie qui est un petit peu brinque-ballante. En tout cas, voilà. Demain, émission géopolitique. Mercredi, spécial États-Unis. Donc, on aura tout le temps de parler de l'international. Mais néanmoins, dès cette émission, on met le petit lien pour ceux qui pourraient nous aider à organiser notre déplacement média à Rio, au sommet du G20, à la rencontre des chefs d'État, qu'ils soient de l'Occident ou des BRICS, et comprendre ce qui se passe dans le monde. Grâce à vous, nous avons pu aller à Kazan. C'était beaucoup plus compliqué, mais néanmoins, votre aide également pour Rio sera d'une grande importance et permettra de vous apporter une information riche et réellement indépendante. À très bientôt.